C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à dire sur ce patrimoine francilien. Nous avons été obligés de limiter la conférence au patrimoine de l'entre-deux-guerres, parce que si on évoquait tout le patrimoine construit après 1905 et donc appartenant au diocèse, nous pourrions évoquer en Île-de-France 456 églises. Ça ferait beaucoup de sujets à évoquer en une heure. Alors, je vais très vite vous présenter les intervenants. Ce sont eux qui vont parler et non pas moi. D'abord, Pierre-Antoine Gattier, qui est architecte en chef et inspecteur en chef des monuments historiques. Il a fondé son agence à Paris. Je ne dirai pas l'adresse, sinon tous les fans vont se propulser. Ils seront les bienvenus. Voilà, donc rue Gunemer, dans le 6e arrondissement, en 1990. Il est donc architecte en chef depuis 1991. Il est en charge, coupez-moi si je dis des bêtises, de l'opéra comique, de nombreux autres projets, comme la maison Roche Fondation Le Corbusier, et bien d'autres. Il ajoutera peut-être quelques précisions. Voilà. Et surtout, c'est ce qui nous occupe aujourd'hui, il est en charge de la maîtrise d'œuvre d'un très grand chantier de restauration, l'église Saint-Louis de Vincennes, qui est une église absolument remarquable, dont il va vous parler en détail. Hervé Loire, qui est dans la lignée des maîtres verriers des Ateliers Loire, qui ont été fondés en 1946 à Lèves, près de Chartres, par son grand-père, Gabriel Loire. Son père Jacques Loire a pris la suite, et ensuite Bruno et Hervé Loire. Récemment, les Ateliers Loire, là on dépasse le domaine francilien, ont participé à la restauration qui est toujours en cours de Notre-Dame de Royan, et de très très nombreux projets à la fois comme créateurs, par exemple Jacques Loire pour la chapelle, le vitrail d'accueil de la chapelle Saint-Bernard de Montparnasse, des vitraux à Villejuif, Sainte-Colombe, et puis de nombreux chantiers de restauration, comme pour l'église Notre-Dame de l'Assomption des Buttes-Chaumont. Tout ceci avec les chantiers du Cardinal. Voilà. Alors, ce que je vous propose, c'est d'abord de donner la parole à Pierre-Antoine Gattier, qui va vous rappeler ce qui caractérise cette architecture de l'entre-deux-guerres. Voilà. Je vous passe la parole. Merci beaucoup. Bon, il est sans doute difficile de résumer cette architecture parce que ce sont des aventures. Peut-être que ce que je dirais, c'est une architecture d'enthousiasme. C'est une architecture d'invention. Donc il y a cette idée portée par les chantiers du Cardinal de créer des nouvelles paroisses, d'aller au-devant des nouvelles populations qui ont été déplacées après la guerre de 14, accompagner l'essor urbain. Et donc c'est déjà cette modernité, cette volonté d'accompagner, de créer la ville nouvelle. Je crois que c'est sans doute ce qui m'impressionne le plus dans cette histoire. D'aventure humaine, en fait. C'est une aventure humaine, une ouverture vers la ville en tant que nouvelle histoire. Ce qui est remarquable, c'est que l'intuition de cette très belle institution, c'est d'avoir mobilisé des artistes qui partageaient ce rêve. Alors, il faut le dire, ce rêve était porté par des artistes qui revendiquaient d'être des architectes, des peintres, des maîtres verriers chrétiens. Et donc, ce rassemblement d'artistes, de créateurs chrétiens pour créer des églises chrétiennes. Mais ce sont des artistes qui regardent l'histoire. Et ils ont un peu cette conviction que le grand moment, c'est le grand chantier médiéval, c'est le chantier de la Renaissance. Et peut-être, là aussi, ce qui me touche énormément, c'est comment ces aventures de ces églises pour le chantier du Cardinal
veulent en fait recréer cette atmosphère unique qui s'est produite sur les grands chantiers des cathédrales. Et donc on veut revivre ce grand moment. Et la particularité de l'architecture, on a quitté le 19e avec ses piliers et on entre dans une nouvelle ère avec en particulier l'utilisation du béton, qui est un matériau qui est nouveau et qui permet de transformer, on le voit sur les images qui sont derrière nous, totalement l'architecture et le décor qui fait partie de cette architecture qui n'est plus plaqué comme il pouvait l'être au 19e. Ce que vous dites est fondamental. Je crois que cet enthousiasme porté par toutes ces équipes, par le clergé qui les accompagne, en fait, se réalise dans l'enthousiasme pour les nouveaux matériaux. Et donc oui, le béton armé va être le matériau que vont s'approprier tous ces architectes. Et la deuxième chose que vous avez dite, qui est plus que juste, c'est que leur intuition, c'est que ces architectures en fait, doivent être des œuvres totales et qu'il faut mettre en fusion, comme sur le chantier des cathédrales, l'architecture, les grands décors, la peinture murale et le travail du maître verrier. Et c'est cet autre volet qui est exceptionnel de cette histoire. Alors, on a vu passer un certain nombre, avec un petit clin d'œil sur le cardinal Verdier, qui était largement représenté, il est mort en 1940, et en 10 ans, en fait, de la fondation des chantiers en 31 à 40, il avait quand même accompagné la construction de cette église. C'est assez exceptionnel. Voilà, alors on va s'intéresser à une église en particulier, celle de Saint-Louis de Vincennes, dont vous êtes donc le maître d'œuvre, pour un chantier remarquable à tout point de vue. C'est quand même un chantier de restauration évalué à peu près 3,2 millions d'euros. Les chantiers n'apportant modestement que 350 000 euros, mais bon, quand même. Et voilà. Et en quoi ce chantier est-il remarquable et quel dommage a subi cette église et pourquoi? Alors le diocèse nous a fait de Créteil. Nous a fait ce grand bonheur de nous confier cette grande responsabilité de cette église mythique Saint-Louis de Vincennes. Donc elle est l'un des grands laboratoires de la modernité où se retrouvent les architectes, Dros et Marrast. Ils conçoivent des vitraux. Il y a les peintures de Maurice Denis, d'Henri Marais, le décor céramique de Dôme, les ferronneries de Sub. Donc c'est un lieu exceptionnel pour tous ce que nous sommes, qui avons beaucoup d'admiration, de respect pour cette histoire. Donc un lieu exceptionnel, un lieu unique, une collection d'art absolument remarquable, mais ce sont des lieux de l'invention, et donc il y a eu des fuites en toiture, il y a eu des problèmes de fissures dans la structure constructive de béton armé, et donc confronté à ces difficultés, le diocèse de Créteil, très justement, a décidé d'engager une grande restauration de cet ensemble. Et j'ajoute une dernière chose, mais il faut que nous entendions notre maître verrier favori. Je pense que ce qui est remarquable dans cette aventure, c'est qu'elle se situe vraiment dans la continuité de ce grand projet fondateur des années 20. Le rêve des années 20, c'est une œuvre globale. Eh bien, aujourd'hui, nous allons essayer tous ensemble de restaurer une œuvre globale. On aurait pu décider, et je l'aurais compris, on ne va restaurer que la toiture, ou on ne va que traiter. Je pense que l'enthousiasme, le rêve pharaonique, voilà, c'est que nous voulons aller jusqu'au bout de cette grande œuvre exceptionnelle. Oui, la particularité, c'est que certes, il y a une grosse restauration, mais elle est dans un état de conservation à peu près, sauf erreur de ma part. Toutes les œuvres d'art ont été préservées, toutes les œuvres des ateliers d'art sacré, dont Maurice Denis était le chef de file des Nabis et de ses ateliers d'art sacré. C'est ça qui est exceptionnel dans cette église qui
toutes les personnes qui sont passées sur le stand étaient des Chantiganas, étaient fascinées par la photo que nous avons mise, et peu de personnes la connaissent. Donc il faut vraiment la connaître, parce que y a-t-il beaucoup d'églises, selon vous, qui en France a cet état de conservation des œuvres, parce que c'est vraiment une œuvre globale. Donc ces deux jeunes architectes, je me permets, pour l'histoire humaine, c'était leur première œuvre. Ils ont gagné le concours en 1912. La construction a commencé en 1914, s'est arrêtée avec la guerre et a repris après. Donc ça aussi, c'est exceptionnel pour une première œuvre. Et on sent sans doute cet enthousiasme, cette volonté d'inventer quelque chose de nouveau. Oui, donc il faut voir la photo sur votre stand et il faut aller sur place. Et puis vous serez accueillis, il y a des visites. L'association a publié des livres remarquables. Voilà, je pense qu'il faut un pèlerinage à Saint-Louis de Vincennes. Station de métro Saint-Mandé. Voilà. Oui, la ligne 1, 20 minutes de Notre-Dame. Voilà. Et il y a cette... l'implantation est exceptionnelle. Si vous voulez, ce n'est pas une église placée au centre d'une grande composition urbaine comme une grande église parisienne du XIXe siècle. Non, elle occupe le site des anciennes fortifications, donc cette frange entre Paris et la banlieue. Elle est glissée dans un tissu de petites rues. Il y a des petites maisons autour. Je pense que c'est une surprise et oui, il faut absolument y aller. Alors, il y a eu une première restauration de la rosace en 2012 et de l'orgue. En même temps, on parlera après avec Hervé Loire justement de ces dalles de verre qui composent la rosace, qui est une nouveauté aussi du début du siècle. Quels dommages ont été constatés? Pourquoi? Comment expliquer que voilà, ces églises, bien sûr, ont souffert, tout bâtiment souffre avec le temps, mais quels sont les gros dommages qui expliquent, parce qu'on peut se dire 3,2 millions d'euros, c'est énorme, qu'est-ce qui explique justement l'importance de cette restauration et quels dommages avez-vous déjà pu constater? Alors, je voudrais évoquer cette première tranche de travaux. Donc, il y a une première tranche très spectaculaire qui a été réalisée par mon confrère Vincent Brunel. Restauration de la grande verrière. Et puis, ce projet a été accompagné par un projet exceptionnel qui est la création d'un grand orgue sur la tribune et avec une conception du buffet qui est absolument exceptionnelle. Il est au revers de la façade, donc éclairé par le grand vitrail et vient se dégager, ne pas masquer le vitrail, détourer le vitrail. C'est absolument exceptionnel. C'est un très très bel instrument et un très beau buffet. Alors, j'ai beaucoup d'affection pour le béton armé. Et je pense que là aussi, c'est un sorte de rêve constructif. Premier brevet, les grands brevets de 1895. Et on a eu l'intuition ou l'ambition de créer le matériau éternel. En fait, le béton armé est le ciment armé. Le béton armé sont des matériaux poreux. C'est des matériaux qui s'altèrent. Donc, la problématique de cette grande verrière, donc c'est une réécriture du XXe siècle de la grande baie médiévale. Donc, les meneaux, les réseaux, mais tout ça est fait en ciment armé. Et dedans étaient scellés en fait des pavés de verre. Altération du béton, corrosion expansive des armatures. Et donc, il y a eu un grand chantier très accompagné, donc porté par le diocèse, porté par la paroisse, très accompagné par la conservation régionale des monuments historiques, très en pointe dans les questions de conservation du patrimoine du XXe siècle. Et je pense qu'il faut saluer leur implication. C'est des interventions très pointues. Le laboratoire de recherche des monuments historiques a été très impliqué dans la mise au point des protocoles pour restaurer cette nouvelle verrière avec une éthique de conservation le plus possible de ces anciens pavés de verre et d'intervention sur l'ossature de ciment armé pour rétablir la stabilité de cet ensemble. Oui, pardonnez-moi, j'ai oublié de dire que vous étiez architecte spécialiste du patrimoine du XXe siècle.
ce qui explique aussi, j'imagine, votre intervention. Alors en tout cas passionné, passionné parce que voilà, ce sont des histoires humaines et techniques absolument exceptionnelles. Je pense que chaque édifice était un laboratoire. Et voilà, et aujourd'hui, nous essayons de comprendre les vieillissements de ces matériaux, que ce soit ceux du maître verrier, ceux de l'architecte, et faire perdurer ces beaux édifices exceptionnels. Alors, Hervé Loire, bon, vous n'êtes pas intervenu sur la Grande Rosace. Malheureusement, non. Voilà, mais vous êtes intervenu sur de nombreux autres projets de restauration. On peut citer, par exemple, on le verra plus tard, même si c'est bien plus tardif, sont les années 60 Honegger, Notre-Dame de l'Assomption, début de Chaumont. Est-ce que vous avez un commentaire à faire sur la rosace qui va bientôt arriver et rester à l'écran, Alors, qui est derrière nous? Oui, tout à fait. Alors, pour moi, c'est vrai, comme vous le disiez, que l'architecture a complètement évolué au XXe. Et on est sorti, je pense, de l'architecture traditionnelle des édifices religieux. Et il y a eu cette liberté d'architecte de concevoir des lieux de culte qui étaient très différents de ce qui était conçu. C'est-à-dire, il faisait travailler aussi bien les verriers ensemble pour avoir un ensemble qui soit cohérent au niveau de la lumière, au niveau... Travailler avec des artistes qui étaient ensembliers, qui pouvaient aussi bien faire de la mosaïque, du vitrail, du mobilier, alors qu'au 19e, c'était beaucoup plus cloisonné. Donc c'est pour ça qu'on a des édifices qui sont, je pense, assez extraordinaires et remarquables, qui ont été faits dans les années, au début des années 20. Et entre autres, la dalle de verre apparaît à la demande de mosaïstes. L'atelier Gaudin a été le premier utilisateur de cette technique, donc d'assembler un verre épais avec du ciment. Et cette verrière que l'on retrouve donc, là est les prémices des vitraux en dalle de verre. C'est-à-dire que ce sont des éléments préfabriqués de verre qui sont installés dans une armature béton. Et il faut attendre la grande époque de reconstruction après la Deuxième Guerre mondiale pour que cette technique de dalle de verre acquiert ses lettres de noblesse. Et mon grand-père en a beaucoup fait. Mais donc ça permettait de proposer aux architectes des murs de béton translucide. C'était la grande époque, comme vous le soulignez, du béton. Donc on accompagnait ces architectures avec ces murs de béton translucide. Ça a été le cas, par exemple, on l'a vu tout à l'heure, de Notre-Dame du Rincy, d'Auguste Perret. De Rincy, la chapelle de Montmagny aussi, qu'on a vu là tout à l'heure. Juste après. Où on a remplacé, enfin là aussi ce sont des travaux qui sont complexes, qui sont difficiles. Et je tire mon chapeau là pour tous les architectes qui doivent prendre des décisions qui ne sont pas forcément faciles, de savoir est-ce qu'on restitue, est-ce qu'on restaure. Voilà, c'est des choses qui sont je pense, très compliquées, très difficiles à décider, et que nous sommes là pour apporter, je pense, un peu notre savoir. Et c'est assez souvent, et ce que j'apprécie, moi, de travailler avec, entre autres, les architectes en chef des monuments historiques, c'est le dialogue qui s'installe et qui peut permettre de faire avancer un dossier, d'essayer de trouver la moins mauvaise des solutions pour restituer au mieux l'intégrité du bâtiment. Et si on fait un petit bond en avant, on quitte le début du siècle et on rappelle, parce que c'est intéressant de voir que là aussi, il y a toujours une évolution. Rapidement, bon, le verre antique, le verre, on va dire, traditionnel au plomb. Ensuite est arrivée donc la dalle de verre. Et actuellement, qu'est-ce qu'il y a qu'y a-t-il comme possibilité si demain je construis une église et je veux installer des vitraux? Qu'est-ce que j'ai comme possibilité? Alors, le verre est un matériau magique qui permet beaucoup de choses, et il faut le respecter. Je dirais c'est un peu comme tous les matériaux, quand on sait les utiliser, il faut savoir les respecter. Donc on continue toujours bien sûr à faire des vitraux traditionnels au plomb, on continue bien sûr à faire des vitraux plus contemporains en dalle de verre et ciment. Et aujourd'hui, les moyens techniques nous permettent de pouvoir faire ou d'intervenir sur des surfaces de verre plus grandes,
qu'on appelle plus ou moins thermoformage et émaillage de verre. Donc, ce qui permet aussi de proposer de temps en temps une alternative au vitrail qui est des fois plus en adéquation avec les architectures contemporaines. Par exemple, thermoformage, différentes techniques. Ce que l'on a fait là, à Saint-Joseph des Quatre-Routes à Asnières, le vitrail de façade qui donnait sur un orgue, donc on n'avait pas de transparence, la vision était uniquement de l'extérieur, et François Bévillard a décidé de faire l'architecte avec lequel on travaille beaucoup et qui travaille beaucoup avec les chantiers du Cardinal, a décidé de faire un verre thermoformé. Pour revenir sur le projet de Saint-Louis de Vincennes, qui va intervenir? On parle beaucoup des métiers d'art et à juste titre, heureusement qu'il y a un savoir-faire qui se transmet et perdure. Il va y avoir qui va travailler avec vous comme restaurateur? Alors le choix des artisans, restaurateurs, donc se fera avec le maître d'ouvrage, le diocèse de Créteil. Je pense que ce que nous allons chercher tous ensemble, en fait, ce sont les compétences pour restaurer chaque élément qui appartient à la grande composition de Saint-Louis de Vincennes. Donc il faudra un maître verrier, il faudra un restaurateur de décors céramiques, mais il faut un couvreur très compétent pour reposer avec la plus grande étanchéité, parce qu'il n'est pas question qu'il y ait de fuite sur ces décors de la tuile plate. Il faut concevoir des chéneaux, il faut restaurer des enduits, de la structure de béton armé. Donc la complexité, la richesse d'une intervention comme celle qui va être entreprise à Vincennes, c'est qu'il va falloir rassembler toutes les compétences qui finalement sont presque le miroir de tous les métiers qui ont été en place en 1920. Et peut-être que ce qui est assez fascinant, et vous évoquiez, Monsieur le Président, une sorte d'évolution, si le mot est juste, dans les engagements de l'aventure des chantiers du Cardinal, c'est la conservation et la restauration de ces grands édifices. Et donc je pense que votre atelier l'illustre tout à fait. Il faut à la fois être un créateur, ce que vous avez toujours été, et en même temps être un conservateur. Et donc il faut des conservateurs de vitraux, des conservateurs de décors céramiques, des conservateurs de peinture murale pour pouvoir sauver ce grand ensemble de Saint-Louis de Vincennes. Alors on va parler d'un autre grand projet sur lequel vous aurez sûrement des commentaires à faire, c'est celui de Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus à Boulogne-Billancourt, où il y a un ensemble de vitraux assez extraordinaires. Certains sont attribués à Maxin Grand, d'autres à Jacques Le Chevalier. Je ne sais pas si c'est une... Oui, c'est bien possible. Sans doute. Ils n'étaient pas signés, ces vitraux. C'est étonnant. C'est une époque très récente. Le seul vitrail signé est celui en dalle de verre d'André Pierre. Et c'est vrai que tout ce travail dans cette église était assez complexe. Parce qu'on a des vitraux au plomb, on a des vitraux en dalle, on a tout un ensemble de vitraux qui sont de dates différentes et qui n'étaient pas forcément tous cohérents les uns les autres. Donc, quoi faire ? Donc, à la demande du père Marc Ketterer, qui voulait envisager une restauration, puisque le vitrail en dalle de verre menaçait et certaines pièces de verre tombaient sur les fidèles. Donc, il a fallu prendre une décision. C'est au tour donc de François Bévillard, architecte, qui a réuni donc, verrier, moi en l'occurrence, un serrurier et un maçon, pour essayer de trouver une solution à cette restitution de vitraux. Et la décision a été prise de remplacer les claustras béton
qui existait, mais qui, malheureusement, comme vous l'évoquiez, c'était la grande époque du béton à cette époque-là où les choses étaient souvent mal utilisées. Donc des éclatements liés aux armatures qui rouillent. Donc il a fallu refaire toutes ces armatures. On a refait toutes les armatures métalliques à l'intérieur en passant en inox. Et on a doublé, enfin les vitraux ont été restaurés, et les vitraux ont été doublés par un verre de protection de façon à assurer une isolation meilleure et surtout éviter les points de condensation sur les vitraux, qui sont souvent le côté le plus néfaste pour un vitrail. Donc ça a été le début d'une très belle aventure, je dirais, comme toutes les restaurations que l'on fait, ce sont des aventures humaines avant tout, où il y a des échanges qui sont assez forts. Et là, en l'occurrence, pour Sainte-Thérèse, l'architecte nous a écoutés. Et au bout de quelques temps, après avoir bien pris, a émis des notes, est reparti dans son bureau, a dessiné, a refait un certain nombre de choses et a proposé un projet qui a été accepté donc par le père. Alors, si on revient, alors sans être trop technique, sont les différentes étapes qu'on va voir. Alors, on voit si on revient en arrière, on voit quelques dommages. La dégradation des claustres à béton. Des manques carrément sur les vitraux. Le travail, en gros, ça consiste en quoi? Il y a un espace, les vitraux font à peu près 7 mètres sur 4 mètres, c'est ça? Voilà, mais pas d'un seul tenant. Pas d'un seul tenant, quand même. Ce serait trop compliqué à manipuler. Donc chaque vitrail, qui faisait à peu près 7 mètres de haut par 4 mètres de large, était séparé en une centaine de panneaux. Et qui sont à ce moment-là déposés. Tout à fait. Chaque panneau est déposé en conservation, ramené ensuite en atelier, où là, il y a tout un travail, avant d'intervenir physiquement sur les vitraux, un travail de mémoire, qui est de prendre des photos, de prendre des dessins, de prendre un certain nombre de choses. Voilà les photos en atelier. Et voilà, le panneau de signature en haut, André Pierre. Donc il signait avec les morceaux de verre. Donc, et une fois qu'on a tout ce travail de mémoire qui est réalisé, on peut intervenir physiquement sur la restauration des vitraux. Donc dessertissage des pièces, restitution, ou remplacement des pièces trop brisées. Donc pour les vitraux plomb, je dirais on a changé que, à peine 5% des pièces de verre qui étaient trop brisées, mais pour le grand vitrail dalle, pratiquement 70 à 80% des pièces ont été remplacées. Parce que trop endommagées, mauvaise cuisson ou mauvaise fabrication des verres à l'époque, qui font que ces verres se sont complètement dégradés et sont devenus noirs. Ce qui est d'intéressant, c'est que beaucoup de personnes, une fois le vitrail reposé, on ne pensait pas que le vitrail était aussi lumineux et aussi figuratif qu'il ne l'est actuellement. Et alors, comment fait-on, parce que, et ça, vous avez peut-être un mot à dire là-dessus, pour retrouver, parce que le verre est un matériau vivant, finalement, et comment fait-on pour retrouver exactement l'esprit du créateur et des couleurs en utilisant du verre moderne, parce que ce n'est pas comme une restauratrice qui va repeindre avec un petit pinceau, un petit bout de tableau. Là, c'est carrément changer des verres. Ah, absolument, oui, on a changé beaucoup de verres, mais à cette époque-là, la gamme de verres était relativement simple. Beaucoup moins développée ou beaucoup moins importante que ce que l'on a aujourd'hui. Donc, on arrive à retrouver des verres, et puis donc on s'appuie également au travers de le seul fabricant de verres qui sont également présents sur le salon, les Verreries de Saint-Just, filiale de Saint-Gobain, qui peuvent fabriquer du verre à la demande. Donc, dans certains cas, nous avons pu récupérer quelques échantillons de verre, les envoyer à l'usine pour qu'ils puissent refabriquer à nouveau ces éléments verriers qui sont indispensables pour une bonne restauration. Alors, Pierre-Antoine Gatier, justement, sur ce patrimoine verrier du XXe siècle,
Non, Qu'en dire du point de vue de l'architecte des bâtiments? J'étais très, très impressionné par le récit très synthétique que vous avez fait de cette restauration. Et je pense que ce qu'il faut souligner, c'est que si nous n'avions pas eu à l'écran, l'image de ce vitrail, on aurait pu vous écouter parler d'une restauration d'un vitrail du XIIIe siècle. Verrière de doublage, changement des structures métalliques pour avoir un matériau neutre comme l'inox. Je pense que ce que démontre le projet porté par l'Atelier Loire, c'est l'extrême soin que nécessitent ces architectures, ces grands décors du XXe siècle. C'est intervenir sur le XXe siècle, je ne vais pas dire que c'est comme sur le XIIIe siècle, c'est presque, selon moi, encore plus complexe. Et voilà, ce que je retiens, c'est que le projet porté par l'Atelier Loire est d'une très grande sophistication et d'une très grande précision pour sauver ces verrières exceptionnelles. Mais c'est une vraie recherche et un engagement de votre part. Voilà. Alors, je rajouterai une petite chose également, c'est que pour l'avoir vécu au travers de ce que racontait mon grand-père, dans les années 50-60, lorsque les vitraux étaient mis en place, on pensait que le béton était le matériau miracle. Donc tous les vitraux étaient posés très soigneusement avec un solin de ciment tout autour, et qui ne laissait absolument aucune place au mouvement de quoi que ce soit. Si bien que lorsque on doit réintervenir aujourd'hui pour restaurer ces éléments-là, on est obligé de dégrader ces éléments de béton, et malheureusement, en dégradant ces éléments de béton, on dégrade et le vitrail et le bâti. Donc aujourd'hui, quand on replace, nous, les vitraux, ils sont mis d'une manière générale avec des joints mousse, des joints silicone, des cales feutrement à la chaux, qui fait que le jour où on souhaite réintervenir sur un panneau, on peut le démonter, je pense, beaucoup plus facilement, sans avoir à tout dégrader et détruire alentour beaucoup de panneaux. Donc aujourd'hui, je pense que ce que l'on fait et les moyens techniques que l'on a, les discussions que l'on a avec les architectes permettent, je pense, d'avoir des restaurations qui seront beaucoup plus pérennes dans le temps que ce qu'ont fait nos prédécesseurs il y a une trentaine ou quarantaine d'années. Alors, il y a une particularité, il y a eu un vrai choix de fait à Boulogne-Billancourt, c'est de colorer, si on peut dire, l'expression est sûrement très mauvaise. Voilà, on le voit là, le tour de certains vitraux était en vert clair et il a été décidé. Alors, il se trouve qu'à la cathédrale de Chartres, c'est le cas. Les vitraux de la Renaissance, au moins pour certains, sont entourés d'un cadre dans la même harmonie de couleurs. Alors, pouvez-vous nous expliquer, et là encore un commentaire, pourquoi ce choix de recolorer en fait le cadre de certains vitraux? Alors, très certainement, les vitraux donc, en plomb qui encadrent le vitrail en dalle ne sont pas contemporains de la construction de l'église. Donc, ont été refaits. C'est-à-dire ? Ils ont été faits beaucoup plus récemment. Et les bordures existaient. Et plutôt que de refaire l'entièreté des vitraux, ils se sont dit on va conserver les bordures et on va refaire le vitrail historié central. Et ce qui avait un sens dans l'esprit où dans la nef on a des vitraux comme l'éclair, celle-ci. Dans la nef, on a des vitraux comme celui du milieu. Donc juste un décor, une découpe de verre et avec très peu de couleurs, qui donne énormément de lumière. Et donc on a ces bordures claires qui encadrent le vitrail historié. Ensuite, on passe sur un vitrail en dalle de verre, et ensuite on repasse sur un autre vitrail historié avec une bordure claire. Et on tombe après dans le chœur avec des vitraux en dalle de verre qui sont très
très sombre. Et une des volontés du père Ketterer était d'essayer d'harmoniser l'ensemble et de retrouver une coloration qui soit plus uniforme et qui soit plus en accord avec les vitraux du chœur et les vitraux centrales de dalles de verre et les vitraux historiés centraux des deux panneaux. Donc, il a été décidé de faire un certain nombre d'essais, d'exemples, pour pouvoir trouver quelque chose qui soit en harmonie avec l'ensemble. Donc, plusieurs panneaux ont été présentés sur place, visualisés avec M. Bévillard, avec le père Ketterer, de façon à trouver quelque chose qui soit harmonieux. Et finalement, donc, on a fait ces vitraux qui ont donc à dominante bleue et qui ont été mis en place pour pouvoir avoir quelque chose qui soit en accord. Alors. Donc la seule chose, c'est vrai, c'est qu'on est peut-être un petit peu différent du vitrail d'origine, mais on a respecté, je dirais, le graphisme. Vous voyez là, comme les panneaux qui sont ici. Donc on a respecté les graphismes d'origine, de façon à ce que d'extérieur on puisse se dire voilà, c'est la même vision, mais que d'intérieur on ait une coloration qui soit différente. Et là, vraiment, on peut vraiment se poser la question de savoir est-ce qu'on a bien fait. Mais je dirais qu'à un certain moment, il faut prendre des décisions pour pouvoir avancer et essayer d'avoir des restitutions qui soient plus agréables pour les fidèles et pour le prêtre qui va officier dans cette église. Alors, monsieur l'architecte, je ne sais pas ce que vous pensez de ça. Ce choix. Alors, bien entendu, le résultat est magnifique. Mais ce que j'ai trouvé, là encore, passionnant dans votre propos, c'est on a l'impression d'avoir assisté pratiquement au rendez-vous de chantier, aux échanges entre l'architecte, le père abbé et le maître verrier. Voilà, c'est cette réflexion sur l'ensemble. Je pense que c'est la leçon, je pense, que livrent voilà, ces églises, ces aventures architecturales du XXe siècle. Ce sont des ensembles qui étaient conçus à chaque fois. Et donc, vous êtes totalement situé dans la continuité de ces grands créateurs. Et lorsque vous intervenez même uniquement sur les vitraux, à nouveau, comme eux, vous vous êtes interrogé sur la vision, la cohérence, la lumière d'ensemble. Et je trouve passionnant d'avoir entendu ce témoignage. Merci. Alors, cette église a été labellisée patrimoine remarquable du XXe siècle par la DRAC, la Direction régionale des affaires culturelles. Si elle avait été classée, est-ce que, du coup, cette réflexion aurait eu lieu? Qu'aurait-on finalement dans les échanges qu'en tant qu'architecte de monuments historiques, vous auriez pu avoir avec le maître verrier et le père Ketterer, curé de la paroisse? Justement, quelle serait la position? Est-ce qu'elle varie? Est-ce qu'on dit les vitraux nous sont arrivés comme ça, on ne doit pas y toucher? Est-ce qu'on se dit au contraire, est-ce que c'était vraiment ce que souhaitaient les architectes et donc on a le droit, entre guillemets, de recréer de la couleur? Voilà, quelle serait quelle serait votre position si elle était... Vous allez me dire, vous ne pouvez pas en parler comme ça sans l'avoir sous les yeux, mais globalement. Non, si, j'ai des convictions profondes. Je pense que c'est exactement le même débat qui aurait eu lieu. Je pense que... Et sans doute, les mêmes décisions ont été prises. Je sens qu'elles sont pensées, raisonnables, portées par de grands professionnels et des techniciens exceptionnels. Le classement, que signifie le classement? C'est d'abord la reconnaissance de l'extrême valeur d'un édifice, point. Et que ce classement, alors il y a un caractère réglementaire, mais surtout nous impose une prudence, une profondeur de réflexion. Et c'est ce qui a été fait, et je suis convaincu qu'une décision équivalente aurait été prise. J'ajouterais juste un élément, c'est que je ne corrige pas mon propos. Ce que l'on sait aujourd'hui, c'est que nos décisions, en fait, elles s'inscrivent dans le temps.
Une décision prise en 1920, en 1950, en l'an 2000, ce ne sont pas les mêmes. Nous sommes tous architectes, maîtres verriers, passionnés, historiens d'architecture, responsables des diocèses. Nous inscrivons dans l'air du temps. C'est peut-être ça que je dirais. Donc, un débat qui a lieu en 1980 n'est pas le même débat qui a lieu en 1950. C'est ça la simple différence. Mais je pense que cette réflexion globale, cohérente, de passionnés de cette architecture aurait été la même pour un édifice classé monument historique, j'en suis convaincu. Donc souvent on dit oulala, il y a un architecte des bâtiments de France ou des monuments historiques qui arrive, c'est terrible, on ne pourra toucher à rien, c'est faux alors. Bien entendu. Non, mais je pense que... Vous me rassurez. Voilà. Je ne sais pas si vous êtes totalement convaincu, mais non, mais ce que pose le monument historique, c'est que voilà, le sujet doit être débattu parce que le monument historique, c'est une reconnaissance, je dirais, collective. Donc, ceux dont je fais partie, qui vont intervenir sur Saint-Louis de Vincennes, nous faisons ça pour l'église de Saint-Louis de Vincennes, pour la mémoire de Maurice Denis, pour le diocèse, mais aussi pour nous tous. Et donc nous sommes engagés dans cette grande aventure et nous devons être raisonnables, sérieux, très professionnels. Et c'est ça que signifie pour moi la protection monument historique. Et être très professionnel, c'est justement d'avoir une discussion avec tous les acteurs concernés par le lieu. Avez-vous en tête d'autres exemples récents, justement, où il aurait pu y avoir une problématique équivalente? Vous étiez en charge, entre autres, de la restauration d'une autre église classée, Saint-Jacques-le-Majeur à Montrouge, où il y a également des vitraux tout à fait qui rendent une lumière extraordinaire avec les coquilles de Saint-Jacques. Y avait-il des questions équivalentes ou pas du tout? Oui, donc l'église de Montrouge est aussi une aventure exceptionnelle. Les chantiers du Cardinal, chantier un peu postérieur qui va être interrompu par la guerre. L'architecte, c'est Éric Bage. Et il y a cette histoire incroyable d'un édifice inachevé. Il y avait une tour qui était prévue en façade. Et les problèmes de financement, les drames de la Deuxième Guerre mondiale interrompent le chantier. Et l'église, aujourd'hui, se présente sans sa tour. Ce qui, d'ailleurs, lui donne une espèce de dimension radicale auquel je suis très sensible. C'est une sorte de vaisseau très simple, monumental, en béton armé, très salué, d'ailleurs, par le père Couturier dans sa revue L'Art Sacré. Les vitraux, nous pouvons en parler, les dalles de verre. Et il y a eu un grand chantier de décors de peinture murale dans les années 50. Et avec, là encore, des artistes voulant être novateurs. Et donc, vous trouverez des textes disant que à Saint-Jacques de Montrouge, la fresque de ciment a été inventée. Alors, on a regardé avec beaucoup de soin. Donc, il y a de la fresque de ciment, peut-être, mais il y a de la peinture à la chaux, il y a de la peinture à la colle, il y a toutes les techniques. Et pour conserver ces peintures murales, il a fallu... L'église est protégée au titre du monument historique et je vais dire, j'ai bénéficié du soutien, des conseils, de la conservation régionale des monuments historiques, du laboratoire de recherche des monuments historiques. Conserver le XXe siècle, aujourd'hui, tous ces artistes étaient novateurs. Ils testaient de nouvelles techniques, ils testaient de nouveaux matériaux. Dans le cœur de Montrouge, j'adore ça, vous avez des scènes sur fond jaune. Et on a découvert que le pigment, c'est la gamme Sunbright, qui était des pigments industriels, à la fois pour les voitures et pour l'architecture. Bon, ben voilà, on voit bien la volonté toujours d'inventer, de rechercher. Et donc aujourd'hui, la restauration de ces édifices, c'est une recherche en soi. Et donc, il faut des spécialistes, de la prudence, beaucoup de recherche. Et je reviens et je vous redonne la parole pour vous écouter encore. Mais vous parliez voilà, de ces essais. Je pense que c'est un moment très important du chantier. On hésite, on ne se lance pas comme ça dans une grosse restauration. Et peut-être que vous pourriez réévoquer voilà, ce tâtonnement. On fait des maquettes. Les maîtres verriers sont très, très au point sur cette réflexion progressive. On fait des esquisses,
des maquettes, des panneaux d'essai. Donc il y a toute cette notion de tentative qui est exceptionnelle. Alors pour revenir aussi sur ça, c'est vrai que on a la chance d'être un atelier qui existe depuis un certain temps, mais donc avec une équipe d'une dizaine de personnes, et mon frère et moi qui avons maintenant les destinées de l'atelier entre les mains, je dirais, pratiquement 15 à 20% de notre temps, c'est de la recherche, hein, des essais. Dans tous les domaines, puisque chaque chantier est différent, chaque projet est différent, et qu'il faut trouver une solution technique pour chacune des questions que l'on nous pose. Donc beaucoup de notre temps, c'est des essais dans les fours, de peinture, de thermoformage, de bombage, voilà. Donc, et c'est une partie, je dirais, qui est très enrichissante et qui nous permet d'augmenter notre bagage et d'être beaucoup plus armé quand on est sur des chantiers de restauration ou de création, de pouvoir se dire ça on l'a déjà vu mais c'est un petit peu différent, et que l'on peut anticiper certaines décisions. Alors, je pense qu'il y aura encore beaucoup de choses à dire. Je ne sais pas, il reste à peine 10 minutes. Y a-t-il des questions éventuelles, puisque vous avez deux grands spécialistes sous la main, donc profitez-en. Merci beaucoup pour cet échange. J'ai vraiment été beaucoup impressionné par cette idée vraiment de long terme, à la fois par humilité par rapport à ce qui s'est fait avant et par conscience par rapport au contexte dans lequel on se place. J'avais une question sur ce rapport finalement entre le vitrail du XIIIe et du XXe siècle. Vous avez dit qu'il fallait avoir en quelque sorte la même démarche, au moins le même sérieux, peut-être même que le XXe est encore plus complexe par certains aspects. Est-ce qu'on peut se demander si, comme il y avait peut-être un rêve d'éternité pour ces matériaux, au XXe siècle, on aurait peut-être un peu moins pensé qu'un jour il faudrait venir restaurer, et donc peut-être pour cette raison-là, on n'a pas vraiment pensé, par exemple, des vitraux démontables, et est-ce que c'est peut-être donc une de ces raisons qui fait que le XXe siècle, par certains côtés, est plus difficile à remodifier et à restaurer? Alors, je peux peut-être évoquer au niveau du vitrail, c'est vrai que ce que l'on fait aujourd'hui au travers des vitraux, et entre autres certains vitraux que l'on a réalisés avec un dominicain, le père Kim Han-jong, qui là, sont des vitraux qui n'ont plus de plomb. Donc ce sont des grands verres des grands verres de grande dimension, du verre industriel sur lequel il vient travailler comme un peintre. Le problème de ces vitraux, c'est vrai que le jour où ça casse, malheureusement, si l'artiste n'est plus là pour les refaire, ce sera très difficile à restituer. Contrairement aux vitraux traditionnels tels que ceux de la cathédrale de Chartres ou des grandes cathédrales, où quand une pièce est brisée, on peut facilement l'extraire et la remplacer, et je pense qu'on arrive à retrouver quelque chose qui, dans le contexte, ne sera pas gênant. Donc il est vrai qu'aujourd'hui, certaines techniques liées aux évolutions des fours et autres font que les restaurations aujourd'hui des éléments ou des vitraux qui sortent de chez nous seront beaucoup plus difficiles à restaurer. Pierre-Antoine Gattier, un commentaire, une réponse? Non, mais la question qui était posée était très profonde. Je pense que finalement, nous interroge sur est-ce que nous devons dans les productions les plus contemporaines, parce que je ne fais pas de rupture entre l'attitude du restaurateur et l'attitude de l'architecte créateur. Voilà, faut-il être dans l'innovation permanente ou donc je ne sais pas. Je pense que l'histoire de l'architecture, je veux dire, le rêve du XIIIe siècle, c'est une volonté de dépassement, et donc je pense que la leçon des chantiers du Cardinal, c'est que là, on invente, on crée, on se fonde sur les nouveaux matériaux. Mais un autre chantier est d'un édifice qui me bouleverse, dont j'ai le bonheur de m'occuper, qui est l'église Saint-Germain-des-Prés. Donc c'est un décor. Alors je ne viens pas pour parler de ce que je fais, mais c'est intéressant de le replacer dans c'est un grand décor du 19e siècle, à partir de 1840, sans doute conçu par Victor Baltard, qui a la responsabilité des églises parisiennes. Et tout ce décor est réalisé à la cire.
Et donc là encore, en fait, il y avait ce rêve depuis la fin du XVIIIe siècle de réinventer une technique qui serait idéale, qui perdurerait, qui ne pourrait s'altérer. D'ailleurs, elle a été très bien conservée. Donc je pense qu'il ne faut pas séparer l'histoire des styles des problématiques de mise en œuvre. Il y a toujours cette volonté d'inventer, d'aller plus loin. Et c'est ce qui fait la fascination de ces architectures. Mais je pense que vous l'avez très bien résumé et je n'ai rien de plus à dire. Une autre question peut-être? Alors, bonjour, moi ma question porterait plutôt sur les techniques d'aujourd'hui, techniques du verre, nouvelles techniques de restauration, mais sur des églises du Moyen-Âge tout simplement. Savoir en fait si aujourd'hui, ce qu'on sait qu'il y a des créations de vitraux contemporains dans les églises médiévales, mais est-ce que vous avez déjà eu le cas de figure de retranscrire peut-être des vitraux médiévaux mais dans une nouvelle technique, une technique donc moderne, contemporaine? Est-ce que c'est envisageable? Enfin, voilà. Oui, très certainement, c'est forcément envisageable. Tout est envisageable au niveau du verre ou des décors verriers ou vitrail. Après, est-ce que c'est intéressant d'essayer de retraduire des vitraux du XIIe ou du XIIIe? J'en suis pas persuadé. Ce qui est intéressant dans nos édifices, et on le voit un peu partout, c'est que on arrive, puisqu'il y a beaucoup de vitraux qui ont été faits à des époques différentes, de pouvoir dater, quand on entre dans une église, ça c'est du XVIe, XIVe, XVe, enfin, on arrive très facilement à identifier des vitraux. Et je pense que c'est ce qui fait une des spécificités et des richesses de nos églises, et qu'aujourd'hui, il faut continuer, je pense, à plutôt faire de la création contemporaine pour pouvoir, pour les générations futures, qu'ils puissent également identifier, c'est-à-dire voilà, ça c'est du vitrail du XXe, du XXIe, et je pense qu'ils font continuer dans cet esprit-là et pas forcément essayer de faire du plagiat de vitraux anciens. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, mais... Le néo, c'était plutôt au 19e, justement. Oui. A priori. Mais bon. Mais je pense qu'il faut être résolument, marquer son époque quand on intervient dans des édifices comme cela. Et être prêt à accepter qu'éventuellement, justement, on ne pourra pas reproduire. En cas, ça sera une œuvre qui malheureusement disparaîtra, comme il y en a beaucoup qui ont disparu. C'est bien malheureux, mais... Disparaîtra, voilà. Mais on fera autre chose. C'est ça. On se relève toujours et on arrive toujours à faire un certain nombre de choses. Donc je pense qu'il faut évoluer. On a la chance d'avoir des enveloppes qui permettent de pouvoir nous exprimer ou faire que des artistes s'expriment pour pouvoir apporter quelque chose. Et je pense que ce que les artistes apportent, en général, sont suffisamment sensibles et fonctionnent bien avec les bâtiments. C'est assez rare d'avoir des choses qui ne soient pas du tout en adéquation. Vous vouliez dire quelque chose? Non, je voulais simplement citer en fait une problématique de restauration qui est peut-être un peu à la base de nos interventions. Vous avez un verre cassé qu'il faut réparer. Donc, une technique de collage. Dans les restaurations les plus récentes, on va essayer de reconstituer la continuité de la pièce de verre avec un collage. Il y a une technique aussi qui est très utilisée, ce qu'on appelle les plombs Tiffany, qui sont des sertissages en cuivre. Et peut-être que ce geste technique est emblématique du lien fort qui existe entre création et restauration. C'est la même histoire. On appelle ça les plombs Tiffany parce que ce sont des techniques de maître verrier utilisées par les grands ateliers Tiffany américains et qui ont été réintroduits dans les techniques de restauration. Et donc cela montre bien qu'il y a des échanges permanents entre le savoir-faire traditionnel du maître verrier, et je pense qu'on pourrait transplanter ça dans tous les métiers
des grands arts, des décors, entre le métier traditionnel, le métier du plus grand créateur, et le métier du plus grand créateur qui est approprié par le restaurateur. Et peut-être que ce qui me fascine beaucoup chez le maître verrier, c'est que par passion, par engagement et par nécessité, il doit à la fois maîtriser les techniques du vitrail du XIIe et du XIIIe siècle, mais en même temps être un grand créateur impliqué dans les nouvelles technologies. Et c'est une richesse de savoir absolument exceptionnelle. Oui, absolument. Merci. Je vous remercie beaucoup. Je pense que ça fera un thème passionnant pour une conférence l'année prochaine. Voilà. Eh bien, merci.